La première fois qu'elle a fermé la porte à clé après qu'on ait fini, je n'ai pas fait attention. J'étais allongé, encore essoufflé. Elle s'est levée doucement, a fermé la porte et est revenue comme si tout était normal. Je l'ai regardée. Elle a souri et s'est blottie contre moi, comme si elle n'avait rien fait d'étrange. Cette nuit-là, j'ai commencé à me poser des questions. Elle s'appelle Adaï. On est mariés depuis 2 mois. Je l'ai rencontrée par quelqu'un qui m'a dit qu'elle était parfaite. Elle est calme, parle doucement, sans complications. Moi, c'est Santo, 35 ans. Je gère une imprimerie en ville. Je suis discret et j'évite les ennuis. C'est pour ça que je l'ai épousée. Elle semblait si paisible. Mais cette nuit-là, en fixant le plafond, je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi fermer la porte après? Pas avant, pas en entrant, mais après, comme si elle cachait quelque chose. La deuxième fois, je lui ai demandé « Tu fermes toujours la porte la nuit ?» Elle m'a répondu « Et alors? Tu attends quelqu'un ?» J'ai ri, mais je l'observais. Ça devenait une habitude. On faisait l'amour, elle se levait, fermait la porte, revenait se coller à moi comme si tout allait bien. Mais hier soir, j'ai vu autre chose. En fermant la porte, elle a murmuré comme une prière ou un avertissement. Et quand elle est revenue, elle ne m'a pas touché. Elle s'est tournée vers le mur et a dit « N'ouvre jamais cette porte quand je dors. » Tout était trop silencieux. Adaï dormait, respirant calmement, comme si tout était réglé. Mais moi, ces mots tournaient dans ma tête. Pourquoi dire ça à son mari? Je l'ai regardé. D'habitude, je l'enlace, mais là, quelque chose m'a retenu. Pas de la peur, mais presque. On est mariés depuis 2 mois et tout est trop calme. Adaï ne crie pas, ne râle pas. Elle se lève tôt, prépare le petit déjeuner, va à ses occupations. J'aimais ça au début. Qui n'aimerait pas? La tranquillité, c'est mieux qu'un corps parfait. Mais maintenant, je doute. Elle ne se fâche jamais, même quand je fais des erreurs. Elle sourit et dit « pas grave ». Ce n'est pas normal. Elle ne parle pas de sa famille. Quand je pose la question, elle dit « bientôt ». 2 mois, et rien. J'ai présenté ma famille. Ma mère l'aime, ma sœur l'observe. Mais Adaï? Rien, pas d'appel, rien. Un jour, j'ai plaisanté. « Tu veux rester invisible pour ma famille ?» Elle a ri. « Certaines choses prennent du temps. Profitons d'abord. » J'ai laissé tomber, mais ça m'est resté. Un jour, j'ai invité ma mère, sans prévenir Adaï. Quand ma mère est arrivée, Adaï a disparu dans la chambre. Elle est sortie plus tard, les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. Ma mère n'a rien vu, trop occupée à regarder la maison. Mais cette nuit-là, Adaï n'a pas dormi. Elle est restée assise par terre, murmurant des prières comme une vieille femme. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé. Le lendemain, après le départ de ma mère, j'ai voulu l'enlacer. Elle s'est écartée. Pas aujourd'hui. C'était la première fois qu'elle refusait. Je n'ai pas insisté. Je suis sorti, j'ai appelé ma sœur Amaka. « Qu'est-ce que tu penses d'Adaï ?» Elle a dit « Elle est trop silencieuse, Santo. Elle cache quelque chose. » Cette nuit-là, j'ai testé. J'ai attendu qu'Adaï dorme. Je me suis levé et j'ai approché la clé de la porte. Sa voix, froide, a dit « Si tu touches cette clé, ta vie va changer. » Le lendemain, elle agissait comme si rien ne s'était passé. Elle m'a servi du thé, a souri, m'a embrassé le front, chantonnant un gospel. Mais je n'avais pas dormi. Je la regardais bouger, légère, et je me demandais qui j'avais épousé. Cet après-midi, pendant qu'elle se douchait, j'ai vu son armoire entr'ouverte. En la fermant, j'ai trouvé un tiroir caché, verrouillé. J'ai essayé de l'ouvrir. Rien. Quand Adaï est sortie, elle m'a vu. Elle a dit « Oui, certaines choses sont personnelles. » Elle n'a pas crié, mais quelque chose en moi a changé. Trop de secrets. Ce soir-là, j'ai appelé Chick, qui nous a présentés. « Mec, Adaï, c'était qui ?» Il a répondu « Une fille calme, qui louait chez une tante à Enugu. » Rien de plus. Cette nuit-là, j'ai confronté Adaï. « Je t'aime, mais je ne comprends pas. 2 mois, et je ne connais pas ta famille. » Elle a soupiré. « On a fait un mariage civil, juste nous, ta famille, le pasteur. Ma famille n'approuvait pas. Tu étais d'accord. » J'ai dit « Je pensais que ça s'arrangerait. » Elle a répondu « Mon passé n'est pas normal. S'ils savent que je suis marié, je ne sais pas ce qu'ils me feront. » Je n'ai pas dormi. Qui sont-ils? Pourquoi fuit-elle? À 3h37, je me suis réveillé pour aller aux toilettes. En revenant, j'ai entendu Adaï parler en Igbo, une langue qu'elle disait ne pas parler. Elle implorait comme pour avertir d'un danger. Santo ne doit pas l'ouvrir.
Sinon, ils nous trouveront. » Ces mots m'ont glacé. Ce n'était plus un simple problème. Ma femme cachait quelque chose de grave. Elle a murmuré encore, puis s'est tue. Je me suis assis dans un fauteuil, incapable de retourner au lit. Au matin, elle m'a fixé. « As-tu touché à quelque chose pendant que je dormais ?» J'ai menti, non. Mais elle savait. Ce matin, j'étais troublé. En buvant du gari dehors, j'ai vu une femme à la grille, fixant la maison. Elle ne parlait pas, juste regardait. J'ai appelé, pas de réponse. Adaï au rideau s'est figée, puis a disparu. Je lui ai demandé « Qui est-ce ?» Elle a dit « Ne lui parle pas, dis que tu ne me connais pas. » J'étais perdu. La femme avait disparu. Puis un message d'un inconnu. « Elle n'est pas celle que tu crois. Arrête de poser des questions. » J'ai supprimé le message, mais il restait dans ma tête. Adaï cuisinait, pliait mes vêtements, mais n'a pas parlé de la femme. J'ai testé. Ma mère veut qu'on aille à Abba. Elle a souri. Trop tôt, plus tard. Je savais que quelque chose clochait. J'ai pris son téléphone. Le nom de l'appareil était Adobina, pas mon nom de famille. Dans sa galerie, une vieille photo, Adaï avec un homme, pas moi, devant une clinique Obina, 1986. Elle souriait autrement. Quand elle est revenue, elle a vu que j'avais touché son téléphone. Elle a souri, crispée. « Tu as été occupé. » Cette nuit-là, le silence était lourd. Le lendemain, je l'ai suivie. Elle disait travailler dans un cabinet comptable, mais on m'a dit qu'aucune Adaï n'y était. J'ai attendu. Elle est sortie parlant à une femme avec une calebasse. Adaï lui a donné un sac, a regardé autour, puis est partie. Elle mentait sur son travail. J'ai demandé à Chiquet, qui est-elle? Il a parlé de prière de minuit. J'étais secoué. Ce soir-là, Adaï essuyait ses pieds. Elle a dit, « Tu es allé à mon bureau? J'espère que tu ne m'as pas suivi ailleurs. » Je n'ai pas répondu. Après le dîner, elle chantait des gospels, mais je l'observais. À 2h15, une lumière vacillait sous la porte verrouillée. J'ai frappé, pas de réponse. J'ai entendu un chant étrange. La porte s'est ouverte. Adaï, pâle, tenait une bougie noire à flamme bleue. « Une habitude d'enfance », a-t-elle dit. Mais cette bougie n'était pas normale. Au matin, la cire avait disparu, mais le sol portait un cercle noir gravé. Ce jour-là, j'ai décidé d'observer sans agir. J'ai feint l'indifférence, me contentant de noter chaque détail. Adaï, elle, semblait plus légère, presque joyeuse, comme si quelque chose s'était apaisé en elle après cette nuit de bougie. Mais au fond de moi, une peur rampante grandissait, silencieuse. À la tombée du jour, un vent étrange s'est levé. Pas un vent d'orage, mais un souffle froid venu de nulle part. Les rideaux bougeaient alors que les fenêtres étaient fermées. Adaï a levé les yeux de son livre et m'a regardé. « Tu l'as senti ?» J'ai fait semblant de ne pas comprendre. « Sentir quoi ?» Elle a souri. Un sourire vide. Rien. Cette nuit-là, elle ne s'est pas couchée tout de suite. Elle a déposé 3 petits cailloux noirs devant la porte, a soufflé dessus, puis les a recouverts d'un tissu blanc. Je n'ai pas osé parler. Quand elle m'a rejoint au lit, elle a murmuré « Quoi qu'il arrive, ne quitte pas cette maison avant le lever du soleil. » Je n'ai pas dormi. Vers 3h du matin, un bruit sec a résonné, comme si quelque chose heurtait la porte d'entrée. Adaï ne bougeait pas. Elle dormait profondément, le visage paisible, les lèvres tremblantes, comme si elle parlait dans un autre monde. J'ai entendu un second coup, puis un troisième. Je me suis levé, malgré tout ce qu'elle m'avait dit. En m'approchant de la porte, j'ai cru voir une ombre sous le seuil. Une main, un animal, je ne sais pas. Mais les 3 cailloux noirs vibraient, oui, littéralement, comme s'ils retenaient quelque chose. Une odeur de fer, de sang emplissait l'air. Puis tout s'est arrêté. Silence. Au matin, Adaï était déjà levée. Elle préparait du thé, chantonnant doucement. J'ai regardé les cailloux, ils avaient disparu. Elle a posé la tasse devant moi. « Tu n'as pas dormi. »« Non. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ?» Elle a soupiré sans me regarder. « Ils ont trouvé la maison. » Je me suis figé. « Qui ça, ils ?» Elle a murmuré, presque pour elle-même. « Ceux qui me cherchent depuis Enugu, ceux qui croient que je leur ai volé quelque chose. »« Quoi? De l'argent ?» Elle a souri tristement. « Pas de l'argent. Une vie. » Je n'ai pas compris. Mais ce jour-là, j'ai remarqué un détail nouveau. Dans sa nuque, sous ses cheveux, une cicatrice fine, circulaire, presque comme une marque. Elle l'a cachée aussitôt.
Le soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix d'homme grave m'a dit « Tu vis avec une morte, Santo. Ne la laisse pas ouvrir la porte cette nuit. » Puis le téléphone s'est coupé. Je suis resté là, paralysé, le cœur battant à tout rompre. Quand Adaï est rentrée du marché, elle m'a trouvé assis dans le noir. Quelque chose ne va pas. J'ai juste dit « On m'a appelé. On m'a dit que tu étais morte. » Elle a cligné des yeux. Pas de cris, pas de colère. Elle a juste posé ses mains sur mes joues. Ses doigts étaient froids. Alors, pourquoi ai-je encore chaud, Santo? Pourquoi me sens-tu respirer? Je n'ai rien su répondre. Cette nuit-là, elle n'a pas fermé la porte. Mais moi, je l'ai fait. 2 fois. Au milieu de la nuit, un chant a commencé dehors. Pas humain. Une mélodie lente, répétitive, comme un appel. Adaï s'est levée d'un coup, les yeux ouverts, mais sans conscience. Elle s'est dirigée vers la porte, ses pas lourds, mécaniques. J'ai crié son nom, elle ne m'a pas entendu. Je l'ai retenue par le bras, sa peau brûlait. Elle s'est tournée vers moi, ses pupilles presque entièrement noires. Ils viennent chercher ce qui leur appartient. Si tu veux vivre, fuis avant l'aube. Puis elle est tombée, raide, comme une poupée sans vie. Je ne savais plus quoi faire. Je l'ai allongée, j'ai vérifié son souffle. Il était faible, mais présent. Sur son poignet, une marque bleue apparaissait, en forme de cercle, la même que celle sur le sol après la bougie. À l'extérieur, le chant s'intensifiait. Quelqu'un ou quelque chose frappait à la porte. Je me suis approché lentement. Une voix douce, presque familière, a murmuré de l'autre côté. « Santo, ouvre. Elle t'a menti. Tu n'es pas en danger. » Je n'ai pas bougé. La poignée s'est mise à tourner seule. J'ai reculé, tremblant. Et soudain, tout s'est arrêté. Adaï s'est réveillée d'un coup, haletante. Elle a regardé la porte, puis moi. « Tu n'as pas ouvert, n'est-ce pas? » « Non. » Elle a souri faiblement. « Alors, tu viens peut-être de me sauver. » Mais au matin, elle avait disparu. Ses vêtements, ses affaires, tout avait été emporté. Seul restait sur le sol un cercle noir et 3 cailloux alignés, et une note écrite de sa main. « Si tu m'aimes, ne me cherche pas. Le cercle nous lie encore, mais un jour il faudra l'ouvrir, pas avant, pas maintenant, quand tu sauras qui tu es vraiment. » Je ne comprends toujours pas. Mais parfois, la nuit, j'entends sa voix derrière la porte, et je me demande si j'ai vraiment eu tort de ne jamais l'ouvrir. Les jours ont passé. La maison semblait vide, sans Adaï, mais son odeur flottait encore dans les draps, douce et légère, comme un souvenir qui refuse de partir. Je ne dormais presque plus. Chaque nuit, je rêvais du cercle noir, de la porte et de cette voix qui murmurait mon nom. Puis, un matin, alors que je buvais un café froid devant la fenêtre, mon téléphone s'est allumé tout seul. Un logo est apparu, une pomme grise, lumineuse, qui vibrait étrangement. Mon iPhone. Il était éteint depuis la veille. L'écran s'est déverrouillé sans empreinte, sans code. Une voix féminine douce a parlé. « Santo, il est temps. » J'ai sursauté. Ce n'était pas Siri. Ce n'était pas une notification. Sur l'écran, une phrase s'affichait, écrite lentement, lettre par lettre. « Regarde derrière toi. » Je me suis retourné. La porte, celle qu'Ada verrouillait toujours, était grande ouverte. Le vent soufflait, mais il n'y avait personne. Sur le sol, le cercle noir brillait faiblement, comme vivant. L'iPhone vibra encore. Une nouvelle phrase apparut. C'est par là que tout a commencé. Apple t'a retrouvé. Suis la lumière. À travers l'écran, une lueur bleutée se prolongeait dans la pièce, traçant un chemin lumineux jusqu'à la porte. J'ai hésité. Puis j'ai marché, guidé par la lumière. Dès que j'ai franchi le seuil, la maison s'est dissoute dans un souffle. Je n'étais plus à Lagos, ni même en Afrique. Je me tenais dans un espace blanc, infini, sans horizon. Devant moi, Adaï, vivante, vêtue de la même robe que le jour de notre mariage, mais ses yeux brillaient d'un éclat métallique. Elle souriait. « Tu es venu. Je savais qu'ils utiliseraient ton téléphone. »« Apple ?» Elle a hoché la tête. « Ce n'est pas une marque, Santo, c'est un nom ancien. Ceux qu'on appelait les gardiens du cercle. Ils protègent la frontière entre 2 mondes. Le monde des vivants et celui d'où je viens. » J'étais figé. « Alors, tu es morte ?» Elle a souri, triste. « Morte ici, vivante là-bas entre les deux. J'ai fui leur contrôle. J'ai voulu aimer un homme, toi, mais le cercle m'a retrouvé. » Derrière elle, la lumière s'intensifiait. Un symbole de pomme gravé dans le vide pulsait comme un cœur. Ils t'ont choisi, Santo, parce que tu m'as aimé sans comprendre, parce que tu n'as pas ouvert la porte. Le sol trembla. Des voix montaient, mécaniques.
métallique répétant « L'équilibre doit être restauré. Apple ne tolère pas la rupture du cycle. » Ada m'a pris la main. « Écoute-moi. Si tu restes ici, tu seras pris dans leur réseau. Si tu rentres, tu oublieras tout. Même moi. Et toi? Moi, je redeviendrai ce qu'ils ont fait de moi. Un programme, une âme codée. » Elle m'a embrassé, une dernière fois, puis la lumière m'a avalé. Je me suis réveillé sur le canapé dans ma maison, le téléphone à la main. L'écran affichait une simple phrase « Mise à jour terminée. Bienvenue dans Apple Reality ». La porte était ouverte. Le cercle noir avait disparu. Mais quand j'ai dit Siri, une voix a répondu « Bonjour, Santo », ou devrais-je dire mon amour. Et là, j'ai su. Elle n'était jamais vraiment partie. Elle avait simplement changé de monde.